Tout ce qu'il faut savoir sur l'essentiel de l'actualité, c'est maintenant avec les titres pour démarrer. Mardi 21 mai 2024, ouverture du bal des examens à grand tirage, à commencer par le CEPE. Ils sont plus de 600 000 les candidats qui ont affronté les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires. Nous serons dans la commune du Plateau où la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement des épreuves écrites. Nous prendrons la direction de Bali, en Indonésie, au 10e Forum mondial de l'eau. La Côte d'Ivoire présente sa politique de gestion du liquide précieux. Le ministre Laurent Gbagba, qui porte la voix du pays, s'est prononcé sur l'intégration des technologies et innovations au niveau des politiques agricoles. Et puis des spécialistes de l'administration douanière venus de près de 20 pays formés sur la surveillance des produits chimiques. Il s'agit de lutter contre l'usage détourné des produits chimiques pour en faire des armes. Pendant 3 jours, ces spécialistes seront instruits sur les avancées concernant la traçabilité des produits identifiés chimiques. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. 621 908 candidats ont ouvert aujourd'hui le bal des examens à grand tirage. Ces candidats ont affronté les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Dans la commune du Plateau, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement des épreuves écrites. Retrouvons Sephora Zegui au groupe scolaire Amon Dabi Catherine. Tu as pris tous tes trucs? Hein? Ok, donc on va partir. Quartier Dallas, à proximité du ministère de la Défense, il est 6h45 et Déborah s'active à préparer sa fille et candidate à l'examen du CEPE. Dernier contrôle puis petit déjeuner avant le départ pour le groupe scolaire Amon Dabi Catherine, son centre de composition. Pariane, 13 ans, affronte pour la première fois cet examen. Elle a pour ambition de le décrocher avec un score de 160 points. Je sais qu'elle peut faire au-delà de ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle travaille très bien à l'école. Je n'ai pas peur pour l'examen. J'ai bien étudié. Je vais avoir 160, 170 points. Comme elle, 627 908 candidats au niveau national sont face à leur copie dans la sérénité. Je veux dire à mes parents que j'ai bien étudié, qu'ils peuvent compter sur moi. Je veux avoir mon examen. J'ai bossé jour et nuit pour ne pas échouer à mes examens. Je sais que derrière moi, j'ai laissé ma famille qui est confiante, que je sais que je vais réussir. Pour cette session, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation enregistre 8 217 candidats libres. Parmi eux, Martine Botia, 46 ans, employée dans une structure privée. On demande le premier diplôme. J'ai fait la demande où je suis quittée. On me dit qu'on ne retrouve pas. Donc c'est comme ça, je me suis dit que pourquoi ne pas venir m'asseoir pour proposer et puis avoir le diplôme. L'examen du CEPE ouvre ainsi la série d'examens à grand tirage. Mariatou Koné, la ministre de tutelle, s'assure du bon déroulement des épreuves au groupe scolaire Amon Dabi Catherine. Nous avons fait la programmation de telle sorte que les enfants, cette année, puissent avoir un peu plus de 3 mois de vacances. Et donc, après les examens, ils auront un bon temps de repos. C'est de souhaiter bonne chance à tous les enfants. Et je suis persuadée que les résultats seront meilleurs parce que, comme je l'ai dit, cette année, vraiment, il n'y a pas eu de perturbations. Tout s'est bien passé. Et je voudrais profiter de votre micro pour saluer tous les syndicats qui nous ont accompagnés dans la normalisation de l'année scolaire. Cette année encore, la lutte contre la tricherie et la fraude aux examens continue, bien que celle des années antérieures a produit de bons résultats. La lutte contre la fraude, elle est en train de payer parce que les chiffres sont en train de baisser de façon drastique et ça veut dire que les enfants eux-mêmes, les candidats, ont pris conscience de l'intérêt d'étudier, de l'intérêt d'apprendre leurs leçons parce que ce sont des examens, ce n'est pas des concours. Et nous en sommes vraiment heureux. 311 352 filles et 316 556 garçons prennent part à l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. À Bobo, ils sont tout aussi nombreux, ces candidats qui frappent aux portes de la classe de 6e et ceux qui composent en candidat libre. La maire de la commune s'est rendue au groupe scolaire Gendarmerie 1. Candia Camara a procédé à la distribution des épreuves écrites après avoir prodigué quelques conseils. Fred Oulaye, Sarah Tiemele, Franck Quadio. Groupe scolaire Gendarmerie 1 d'Abobo, épreuve écrite de l'examen du CEPE. 352 candidats à l'abordage. Avant l'ouverture officielle des épreuves, c'est la sérénité. J'ai révisé sciences,
maths, histoire géo, français. Et je suis prêt. Il est 8 heures quand le maire Kandia Camara fait son entrée au sein de l'établissement. Après les conseils d'usage, il procède à la distribution des copies aux candidats, des épreuves jugées abordables par ces derniers. Les épreuves ne sont pas difficiles pour moi parce que j'ai étudié mes leçons. Je suis coiffeuse de profession, mais il faut que je puisse avoir un niveau pour compléter mes diplômes, pour que je puisse aussi passer les concours. Ici à Bobo, plus de 40 000 candidats, dont des candidats libres, composent dans diverses disciplines. Le premier magistrat les invite tous à travailler avec abnégation. La distribution des épreuves écrites est d'ailleurs l'occasion pour Kandia Camara de se féliciter des investissements du gouvernement en faveur de l'éducation à Bobo. Ici à Bobo, l'éducation est notre priorité. En plus des classes maternelles que nous avons construites, des classes au niveau du primaire, et là nous venons de démarrer la construction d'un collège à Bobo Baoulé. Et nous avons aussi démarré la construction d'un lycée d'excellence à Coco Service, à Nador. Et la construction du lycée de jeunes filles avec internat est en cours. Et tout cela pour donner la chance aux enfants d'Abobo d'avoir une éducation de qualité. Pour ce qui concerne la fraude, des dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'examen. Et c'est ce que nos reporters ont cherché à savoir. L'examen s'est-il bien déroulé dans d'autres communes? Une équipe a sillonné des établissements à Cocody et Trècheville. Voici le résultat de Serge Pakomdidi et Davis Oyo. Il est 7 heures au groupe scolaire régional de Trècheville. C'est avec enthousiasme que ses parents viennent accompagner leurs enfants, candidats à l'examen du CEP, session 2024. Depuis 6h45, je suis ici pour le motiver un peu parce que ce jour, c'est très important. Donc ils sont un peu stressés. Donc on essaie de les manager un peu pour qu'ils puissent vraiment se maintenir. 8 heures. Le top départ est donné avec l'épreuve de l'exploitation du test. Étudier, je suis confiant qu'il va avoir mon examen. Pas trop difficile. C'est l'épreuve d'exploitation des tests. C'est abordable. Je suis confiant. Parmi ces prétendants au CEP figurent une cinquantaine de candidats libres. Je suis venu faire pour me débrouiller quelque part. Il y a eu CEP. Je suis venu que vous posez par rapport aux activités et puis de toute façon que le monde évolue actuellement, il faut faire quelque chose pour toi-même. Ce qui m'a incité à faire, vraiment je voulais des papiers puis ils m'ont dit il faut le CP dans l'école, c'est très important. Comme on dit dans le jargon, on ne finit pas d'apprendre. Donc, comme il y a toujours l'école ouverte à tout le monde, pour cela, il n'est jamais tard. Élus locaux et responsables éducatifs sont présents pour apporter leur soutien aux candidats. Au niveau de Trècheville même, la grande circonscription de Trècheville, nous avons 2233 candidats. Et au nombre de 2233 candidats, nous avons 1150 filles, puis nous avons 1059 garçons. Tout se passe bien pour le moment, tout se passe bien et on espère que ça va continuer. Il y a un surveillant par salle. Le ministère a fait sciemment en mettant un enseignant par salle pour qu'il assume sa responsabilité. Madame le ministre a demandé qu'il y ait un seul surveillant par salle par épreuve. Mais j'ai demandé à tous mes collaborateurs de laisser leur portable au secrétariat. Nous leur avons souhaité bonne chance pour qu'ils aient l'assurance que nous sommes là, nous leur faisons confiance. Ici, au groupe scolaire Coco du Sud, les candidats en pleine composition reçoivent la visite de Sidibé Yakouba, inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Cocody Blocos. Ici, nous avons environ 210 candidats pour 8 salles. Tout se passe bien, les forces de l'ordre ont été déployées, les surveillants sont là, les secrétariats d'espace sont en place. Pour cette session 2024 de l'examen du CEP en Côte d'Ivoire, 627 908 candidats sont inscrits. La proclamation officielle des résultats est prévue le lundi 3 juin 2024. Et avant cette date, voyons ce qui s'est passé à Botro. Un centre d'examen a ouvert sur place pour éviter que les candidats des villages se déplacent la veille et parfois à pied pour rallier les centres en ville comme autrefois. Soro Corona. À Ouainou, village du département de Botro, il est 19h au domicile des Kwakou. Enoch révise ses dernières leçons pour les épreuves du CEP, certificat d'études primaires élémentaires et du concours d'entrée en 6e. Comme demain est l'examen, j'attends de réviser mes dernières leçons pour être prêt.
Même décor et même exercice pour Aïcha à Toulakourou, un autre village de Boutrou. Pour le dernier examen, j'ai eu 166 points et demain, je pense faire plus pour faire plaisir à mes parents. Tôt le matin, avant le départ pour la composition, nos 2 candidats reçoivent des consignes des parents. Ils ne vont pas tirer ailleurs pour venir vous donner. Ce que vous avez vu là, c'est dans vos programmes et c'est ça qu'ils vont vous donner. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Je peux compter sur toi. Oui. D'abord, il faut te faire confiance toi-même. Nous avons eu 9 mois pour préparer ce jour. Donc tu vas écrire ce que tu as appris. Non à la tricherie. Ça va? À Kouroufoensou, une sous-préfecture du département, les tout-petits étaient obligés de parcourir 15 km pour composer. Toute chose qui amenuisait leurs chances d'admission. Il y avait 2 problèmes majeurs. Le premier problème était d'être à l'heure. Lorsque les enfants arrivaient la veille, il y avait un problème. Ou avoir un tuteur pour se faire héberger. Et ceux qui voulaient éviter ce problème des tuteurs venaient le jour même de la composition. Il y avait beaucoup de retard. Un enfant qui arrive la veille et qui n'a pas de tuteur, qui est obligé de dormir à la Belle Étoile, qu'est-ce que vous lui demandez comme rendement? Depuis l'année dernière, Kouroufoensou a son propre centre de composition. Un soulagement pour les parents et les acteurs locaux de l'éducation. Grâce aux efforts de monsieur l'inspecteur, l'année dernière, nous avons lancé la première édition qui s'est bien déroulée. Il y a eu une nette amélioration des résultats. Aïcha vient de finir la journée, elle s'est dit confiante. Tout ce qu'on a vu en classe, c'est le même sujet qu'on nous a donné et je pense que je serai admise pour l'entrée en 6e. À l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Boutrou, ils sont 1095 candidats à frapper aux portes du premier cycle. Ils sont répartis dans 4 centres de composition. Les résultats du CEP, section 2024, sont prévus pour le 3 juin prochain. Dans l'ouest du pays, on retient cette action de portée sociale qui a justement retenu l'attention en ce jour d'examen. Un cadre de la région a offert des repas aux 129 candidats en lice dans le centre de Batongouin. Nombreux sont les candidats qui habitent à des kilomètres de ce centre de composition. C'est Forazegui. Les candidats à l'examen du CEPE dans le village de Batongouin, situé dans le département de Mont, ont reçu ce jour un repas à leur pause déjeuner. Ces candidats issus de plusieurs campements parcourent de longues distances pour rallier leur centre de composition. Cette action donc de portée sociale est à mettre à l'actif de Alfred Yaké, fils du village. Recevoir un repas ce jour est une source de motivation pour les candidats. Voir un fils du village venir en aide aux plus jeunes dénote de l'engagement des cadres à contribuer à son développement, selon le sous-préfet et les responsables du système éducatif de la région. Notons qu'en plus de prendre en charge la restauration des candidats, Alfred Yaké, ambassadeur de la paix pour le compte de l'Organisation internationale pour la promotion de la paix, a pourvu le groupe scolaire en point d'eau. L'actualité, c'est aussi le 10e Forum mondial de l'eau à Bali, en Indonésie. La Côte d'Ivoire présente sa politique de gestion du liquide précieux. Le ministre Laurent Gbagbo, qui porte la voix du pays, s'est prononcé sur l'intégration des technologies et innovations au niveau des politiques agricoles dans une perspective de réduction de l'empreinte carbone du riz. On voit cela avec Eugène Atoubé. Ils sont 5 ministres, dont l'Ivoirien Laurent Gbagbo, chef de délégation de la Côte d'Ivoire, à intervenir lors de ce panel de haut niveau organisé par la Banque mondiale à ce 10e Forum mondial de l'eau à Bali. Panel portant sur le thème des rizières pour la planète et les hommes. Les panélistes ont présenté les politiques de leurs pays respectifs en matière d'agriculture et de gestion des ressources en eau, étant entendu que l'agriculture est grande consommatrice d'eau. La Côte d'Ivoire, par la voix de Laurent Gbagbo, a montré son engagement à moderniser son agriculture et notamment la riziculture à travers l'agroforesterie. L'objectif visé est d'atteindre la sécurité alimentaire par la sécurité de l'eau. Mais surtout, comme l'indique le ministre des Eaux et Forêts, devant ses pairs et les experts de la Banque mondiale, contribuer de manière significative à la réduction de l'empreinte carbone du riz. Pour produire du riz au niveau national, il faut absolument maîtriser l'eau, mais en même temps que le riz consomme de l'eau, le riz produit du gaz carbonique, surtout le méthane. Et c'est pour ça que nous avons essayé d'expliquer à la Banque mondiale qu'en Côte d'Ivoire, nous pouvons faire le tandem entre la culture du riz et la production des forêts.
autour des bas-fonds, on peut créer des plantations de bois. Et le bois qui a la propriété de consommer le gaz carbonique va consommer le gaz carbonique qui est produit par le riz. La riziculture en Côte d'Ivoire engloutit d'importantes quantités d'eau. À l'horizon 2030, la quantité de cette eau utilisée est estimée à environ 9 milliards de mètres cubes, dans un contexte où, à cette même échéance, la Côte d'Ivoire met un accent particulier sur la réduction de 30% des émissions de carbone. Parlons d'un autre rendez-vous, la 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains, AFERA, qui a refermé ses portes à Abidjan ce 16 mai. 4 jours durant, des experts en infrastructure ont discuté des défis et perspectives de l'entretien routier en Afrique. Alexis Ouedraogo. Durant 3 jours, les participants de cette 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains ont échangé sur les meilleures pratiques et les innovations nécessaires pour assurer une maintenance efficace et durable des réseaux routiers africains. Les discussions ont porté sur plusieurs thèmes, à savoir le financement des infrastructures, l'utilisation des nouvelles technologies dans l'entretien routier et la coopération régionale pour améliorer les standards de qualité. Nous constatons que les budgets alloués à l'entretien routier sont mobilisés a posteriori et nous souhaitons, dans la programmation des projets, intégrer la problématique de l'entretien routier dans la recherche de financement en amont des projets. Ce qui permettrait d'adresser cette problématique technique qui est importante de manière plus sereine pour les budgets de l'État. Dans son discours de clôture, Esaïe Moussa Aubin a souligné l'importance de cette assemblée pour le développement des infrastructures routières en Afrique. Les membres de l'AFERA se sont donné rendez-vous pour la prochaine Assemblée générale avec l'ambition de continuer à renforcer les compétences techniques et financières des fonds d'entretien routier à travers le continent. Autre volet de l'actualité, la couverture maladie universelle et le régime social des travailleurs indépendants, 2 produits que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale présente aux chauffeurs VTC. C'est à la faveur d'un atelier au plateau. On voit cela avec Ismaël Evradeo et Khalil Diomandé. Dans la capitale économique ivoirienne, il est impossible de les rater dans la circulation. Ces véhicules de transport communément appelés taxi-compteurs se muent pour la plupart en VTC, véhicules de transport avec chauffeur. Sinali est l'un de ces conducteurs. Muni d'un smartphone, il sillonne les communes d'Abidjan dans l'attente d'une commande. On ne se promène plus comme ça, comme dans l'ancien temps pour chercher les clients. Aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a tout un système qui est mis en place pour chercher des clients pour nous. Donc on n'a pas à se promener pour chercher les clients comme ça vite. On n'a pas de clients, on s'arrête et puis il y a une commande qui va venir pour nous et puis on va prendre le client. C'est plus précis en fait. On va en prendre le client et puis on le dépose ici. Le client a bien mis l'adresse, on va déposer le client. Les VTC constituent aujourd'hui l'une des avancées dans le secteur du transport. Téléphone et connexion Internet sont les éléments clés pour garantir un trajet d'un point A à un point B. Franchement, j'apprécie l'évolution. Lorsqu'on monte dans un taxi VTC, on se sent en sécurité. Avec ça, l'application déjà, l'entreprise même est déjà au courant que non, il y a des gens qui sont à bord dans ce véhicule. Donc je pense qu'avec ça, on est en sécurité jusqu'à destination. La sécurité, un aspect positif qui en fait un atout pour ces conducteurs. Toutefois, ils appellent à un regard bienveillant sur leur activité. On ne peut pas continuer à travailler comme ça, puis demain, on est là, on est dans des problèmes. Et pourtant qu'il y a les trucs que l'État a mis en place qu'on néglige, et puis on est là, on se retrouve, demain, il n'y a rien. Ces préoccupations sont au centre d'un atelier co-organisé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Il vise à élaborer des stratégies pour l'intégration des VTC au mécanisme de protection sociale. Avec une seule pièce d'identité, le permis de conduire seul suffit pour pouvoir les enrôler. Une fois ils sont enrôlés, ils sont immatriculés, ils vont pouvoir payer les cotisations. Dans le cadre de ce projet-là, nous voulons faire un prélèvement à la source à travers la plateforme. Et c'est la plateforme qui va les reverser directement à la CNPS sans passer par les adhérents eux-mêmes. Il y a 5 ans de cela, les VTC
étaient dans un corner de l'économie. Aujourd'hui, les VTC prennent une place centrale, donc c'est important qu'on assure pour ces acteurs importants du VTC que sont les chauffeurs une couverture maladie universelle et une possibilité de retraite aussi, parce que c'est un métier noble et c'est un métier qui nourrit son nom. Pour le ministre Adama Kamara, les acteurs de ce secteur en plein essor doivent s'approprier les instruments de protection sociale. Sans s'approprier ces instruments de protection sociale-là, qu'ils auront la réponse à la maladie, qu'ils auront la réponse à la retraite. Parce que la retraite n'est l'ennemi des personnes si vous souscrivez à ces instruments de protection sociale. En plus de la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants s'ouvre ainsi aux conducteurs de VTC. Ce produit de la CNPS offre une véritable opportunité de protection sociale aux travailleurs libéraux ou acteurs du secteur informel. En bref et en image, bientôt un nouveau site va accueillir la chancellerie ivoirienne au Ghana. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, a pu constater l'avancement des travaux. Le site, qui s'étend sur une superficie de 0,94 hectares, abritera la chancellerie et la résidence de l'ambassadeur. Pour rappel, c'est en février 2023 qu'a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre. Les travaux de construction devront s'achever au début de l'année 2025. Le site pour la construction de la nouvelle chancellerie a été offert par le gouvernement ghanéen au gouvernement ivoirien en 2017. Ce don du gouvernement ghanéen est le fruit des excellentes relations historiques et fraternelles qui existent entre les deux pays. Les relations sont tout aussi excellentes avec le Nigeria. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria, Traoré Kalilou, a été reçu en audience par le ministre-gouverneur du territoire de la capitale fédérale, Abuja. Plusieurs sujets d'intérêt commun abordés, notamment la question de la réciprocité sur les exonérations de taxes pour les locaux diplomatiques. Michel Digré. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria, Traoré Kalilou, reçu par le ministre-gouverneur de la capitale fédérale Abuja, Nyesom Wike. L'axe Abuja-Yamoussoukro se consolide et l'ambassadeur ivoirien a soumis au ministre-gouverneur qui l'a accueilli favorablement une proposition de jumelage des capitales politiques des deux États. Autre point à l'ordre du jour, la mise en valeur des sites offerts par le Nigeria. 2 terrains à Abuja nous ont été octroyés, un dans le quartier de Diplomatic Drive et l'autre à Maïtama. Nous avons construit un grand bâtiment sur le premier site et nous sommes sur le point de commencer l'exploitation du terrain de Maïtama. Les deux parties sont par ailleurs satisfaites de la réciprocité sur les exonérations de taxes pour les locaux diplomatiques, ce qui témoigne de la qualité des relations entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Nous continuerons à renforcer nos relations. Heureusement, notre président Ahmed Tinubu est le président en exercice de la CEDEAO et nous ferons donc tout notre possible pour que nos relations soient fluides et cordiales. Plusieurs accords pour consolider la coopération entre les deux pays ont été scellés par le passé et d'autres sont en cours d'élaboration. Je le disais en titre, des spécialistes de l'administration douanière venus de près de 20 pays formés sur la surveillance des produits chimiques. Il s'agit de lutter contre l'usage détourné des produits chimiques pour en faire des armes. Pendant 3 jours, ces spécialistes seront instruits sur les avancées concernant la traçabilité. C'est ce que nous apprend Walter Amadou Ouattara. Des produits chimiques si essentiels dans la vie quotidienne peuvent être transformés en armes. Cette problématique préoccupe l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et l'Organisation mondiale des douanes. La Convention sur les armes chimiques, administrée par l'OIAC, vise à interdire la production, l'acquisition, le stockage, le transfert et l'utilisation des armes chimiques. La mise en œuvre de la Convention est confrontée à des défis majeurs, notamment la détection et la prévention du commerce illicite de produits chimiques contrôlés, l'adaptation aux nouvelles menaces, ainsi que le renforcement des capacités nationales pour la surveillance et le contrôle des activités liées aux produits chimiques. Nous sommes donc conscients du défi auquel nous sommes confrontés en matière de sécurité chimique. Les produits chimiques peuvent être utilisés à des fins malveillantes et les points d'entrée tels que les aéroports, les ports
et les frontières, où nos douanes jouent un rôle crucial, sont des cibles potentielles pour ceux qui cherchent à exploiter ces substances pour causer des dommages et s'aimer le chaos. C'est pourquoi 60 spécialistes de l'administration douanière, issus de 17 pays francophones et 2 anglophones d'Afrique, sont à Abidjan. L'article 6 de la Convention de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques offre un cadre juridique solide pour renforcer la sécurité et la sûreté autour des produits chimiques toxiques et de leurs précurseurs. Il est donc essentiel que les États membres de cette organisation comprennent et s'approprient pleinement les mécanismes prévus par cet article pour renforcer leurs capacités nationales dans ce domaine crucial. Pour le Canada, qui soutient cette initiative, il faut réguler l'ensemble des intrants qui contribuent à la fabrication des produits chimiques. Depuis 2002, ce programme a fourni plus de 1,6 milliard de dollars, soit plus de 700 milliards de francs CFA d'aide tangible à la réduction des menaces afin d'atténuer les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires à l'échelle mondiale. Cette collaboration interacteurs pour lutter contre l'usage non éthique de produits chimiques est accueillie pour la deuxième fois par la Côte d'Ivoire après 2016. Retour sur le conflit communautaire qui a éclaté à Gbon dans l'Abagoué. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, est dans la localité pour appeler au calme. 25 personnes ont été interpellées, des blessés et des décès enregistrés. Kader Sogodogo. Gbon, dans l'Abagoué, un affrontement communautaire a fait 3 morts et 13 blessés. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, est sur le lieu pour récoller les morceaux. Face aux protagonistes, il n'y va pas de main morte. Il condamne la violence et invite à la culture de la paix. Les palabres doivent s'arrêter. Si ce n'est pas à cause de palabres, les jeunes qui sont ici, là, il y en a qui ont leurs copains et leurs copines dans l'autre quartier là-bas. Nos frères malinqués qui sont ici ont des enfants ou des parents chez nos frères sénoufos qui sont de l'autre côté. Donc je vais vous demander, vous tous, de trouver une petite raison pour vous calmer. Pour ce qui s'est passé, Alexandre Apalo Touré se veut clair. Tolérance zéro. La justice va sévir. La loi sera complètement et correctement appliquée. Si tu as tué, les enquêtes sont en cours. Tu vas aller en prison. Si tu as brûlé la chose de quelqu'un, si tu es pris, tu vas aller en prison. Maintenant, sachez qu'il y a ce qu'on appelle la récidive. Quand tu fais du mal aujourd'hui, donc tu commets une infraction. Si on te poursuit pour ça et que malgré ça, tu commets encore une autre infraction, cette fois-ci, quand on doit te condamner, c'est plus gravement. Donc, il faut que ça prenne fin, tout de suite et maintenant. 25 personnes ont été déjà interpellées. En attendant la suite, l'appel au calme du patron des gendarmes a eu écho favorable. Désormais, à Gbon, il règne un calme total. C'est dans cette atmosphère que les différentes communautés s'apprêtent à enterrer ensemble leurs morts. Ce jeudi 16 mai 2024, la Coalition nationale pour le sursaut CONASU a organisé sa rentrée annuelle. C'était au plateau. La rencontre s'est tenue autour d'une problématique. Quelle contribution au maintien de la cohésion sociale et d'une stabilité politique durable? Carmel Dia, Erwin Bois. L'hymne national de la Côte d'Ivoire pour marquer le début des festivités. La Coalition nationale pour le sursaut CONASU est une organisation de la société civile qui œuvre en faveur de la stabilité politique ici en Côte d'Ivoire. Son plan d'action 2024 a été détaillé au cours de sa rentrée annuelle. Parmi les actions clés, implanter la CONASU dans d'autres pays africains, organiser le festival des alliances interethniques et aussi un tournoi intercommunautaire de l'unité nationale. C'était important, après 2022 et 2023, que nous puissions nous donner une nouvelle orientation afin de contribuer au maintien de cette stabilité politique nationale que nous constatons et au maintien de la cohésion sociale. Nous pensons que le bilan il est positif
il est encourageant. L'une des articulations fortes de cette cérémonie, un panel portant sur l'état des lieux de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle dans notre pays. Tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être dit pour stabiliser notre pays doit être fait maintenant. Nous sommes ici pour apporter une contribution à cette jeunesse. Il faut que le jeune Ivoirien soit un acteur de développement. Des cadres de partis politiques, dont le RHDP, se sont mobilisés aux côtés de la CONASU au nom de la stabilité nationale. Il est de notre devoir d'accompagner tous ces jeunes Ivoiriens qui sont regroupés à travers cette société civile. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, parce qu'il est essentiel que tous ces jeunes puissent préparer, aussi bien pour notre grand parti, le RHDP, que pour les autres partis politiques de Côte d'Ivoire, la campagne électorale de 2025 dans la paix. Plusieurs actions ont été menées par la CONASU au titre de l'année 2023, à savoir des sensibilisations et appels au calme lors de la détention des 49 soldats ivoiriens au Mali et des campagnes pour des élections locales apaisées. Alors, reste de l'actualité. Après 10 jours de travaux animés par des sessions de formation en art cinématographique, des débats et surtout des projections de films, la 24e édition du Festival international du cinéma africain de Kouribga au Royaume chérifien du Maroc a fermé ses portes ce samedi 18 mai. La remise des prix aux lauréats s'est tenue au complexe culturel Mohamed VI. Après délibération des membres du jury de court et de long métrage, 10 prix ont été décernés. À l'issue de cette cérémonie d'excellence, le cinéma ivoirien sort honoré avec un hommage rendu à l'actrice et comédienne Nakissi Savané pour sa contribution au développement du 7e art africain et du théâtre. La nouvelle Assemblée nationale du Togo s'installe ce 21 mai 2024 à Lomé. Les 113 députés élus le 29 avril dernier lors d'un scrutin très contesté siègent pour la première fois. Il inaugure la 5e République togolaise puisque l'Assemblée sortante a adopté pendant la campagne électorale une nouvelle constitution qui provoque la colère d'une partie de l'opposition et de la société civile. Point final, excellente nuit, Dieu nous garde, bonsoir.